Et on va s'intéresser aux exercices navals conjoints entre la Russie et la Chine en ce moment. Alors, ils étaient prévus de longue date, mais ils sont toujours extrêmement symboliques de cette amitié indéfectible, hein, comme disent les dirigeants chinois et russes à chaque fois qu'ils se rencontrent. Les indispensables de Christophe Carnino. Bonsoir Christophe. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, exercice militaire conjoint. D'abord, où se déroulent ces exercices et quand sait-on ? Eh bien Emmanuel, ces exercices, ils se déroulent en mer du Japon, entre la Russie, les deux Corées et le Japon. Donc, ils ont débuté aujourd'hui et ils se poursuivront jusqu'au 23 juillet prochain. Ils sont menés par des marines russes et chinoises, une grosse dizaine de navires au total qui sont déployés. Alors, dans le détail, côté russe, 2 destroyers sur la douzaine que compte le pays, 2 corvettes, ces navires de taille moyenne, sur les 83 que la Russie compte au total, auxquels s'ajoutent des navires de soutien un petit peu plus petits. Et puis, côté chinois, 2 destroyers sur les 48 de sa flotte, dont un bâtiment lanceur de missiles guidés, des navires de garde et un navire d'approvisionnement. Sont également présents une trentaine d'aéronefs de l'aviation navale des deux pays avec des chasseurs intercepteurs et des hélicoptères. Tous participent dans le cadre de cette mission à des missions anti-sous-marines et de combat naval, d'escorte maritime et aérienne de navires. Il est prévu d'effectuer également des tirs d'artillerie conjoints. Le but est donc pour la Chine et de la Russie d'apprendre à se coordonner, de faire face à d'éventuelles attaques sous-marines. Voilà, alors ça c'est pour la logistique impressionnante qui est déployée. On se doute bien que derrière il y a un symbole, celui de la bonne entente entre les deux pays, Christophe. Absolument, et c'est là que ça devient intéressant, car on comprend que c'est un moyen pour les deux pays d'affirmer leur alliance commune dans cette zone pacifique cruciale pour les deux pays et notamment pour la Chine avec la proximité de Taïwan non loin. Avec cette citation, l'objectif principal de l'exercice est de renforcer la coopération navale entre la Russie et la Chine, de maintenir la stabilité et la paix dans la région Asie-Pacifique. La Chine, qui est un soutien discret de Vladimir Poutine. Officiellement, Pékin n'a d'ailleurs jamais vendu d'armes depuis le début de cette guerre à la Russie. Discret, mais tout de même présent. On se rappelle qu'en mars dernier, Xi Jinping était venu à Moscou et les deux chefs d'État évoquaient à cette période leur volonté d'approfondir la confiance mutuelle. Durant cette visite, selon des diplomates chinois, rappelez-vous, Xi Jinping avait personnellement conseillé à Vladimir Poutine de ne pas utiliser d'armes nucléaires en Ukraine. Alors, Pékin est évidemment un soutien de la Russie. Et malgré tout, Vladimir Poutine annonce qu'il ne se rendra pas au sommet des BRICS le mois prochain en Afrique du Sud. Oui, les BRICS, ce sont donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et vous l'évoquez, Emmanuel, on vient de l'apprendre. Vladimir Poutine ne fera pas le déplacement à Johannesburg pour participer à ce sommet. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a mis fin au suspense hier, car Vladimir Poutine, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, aurait pu être arrêté, même si l'Afrique du Sud lui avait garanti de ne pas vouloir entraver sa liberté. Vladimir Poutine qui ne participera à ce sommet que par visioconférence. Il sera remplacé sur le terrain par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Merci beaucoup Christophe. Emmanuel Véron, c'est intéressant d'ailleurs, cette non-participation de Vladimir Poutine au sommet de Johannesburg le mois prochain. Oui, c'est pas fondamentalement une grande surprise. Au regard de la CPI, au regard de la situation qu'on vient d'évoquer de Poutine... Le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Voilà, le mandat d'arrêt. Poutine qui commence à avoir, a priori très sérieusement, le dos au mur en matière de politique et de poids politique. Et puis, ça renvoie à la nature même de ce que est ce bloc, le BRICS. C'est une sorte d'organisation internationale qui est non occidentale, mais qui en interne a beaucoup de divergences. Certes, c'est beaucoup de PIB, beaucoup d'atouts, si je puis dire, économiques, commerciaux, une sorte d'alternative peut-être au G7 ou à d'autres organisations internationales plutôt occidentales, mais il y a beaucoup de divergences. Si on regarde le couple Inde-Chine, par exemple. Et pourtant, il y a beaucoup de candidatures. Et par contre, voilà, dans une logique de levier, les BRICS, ouais. ce qui renvoie à la structure interne des BRICS, où la Chine, précisément, joue probablement le rôle essentiel.
joue le plus, si je peux dire, en matière politique, commerciale, économique, a le plus de poids. Pourquoi ? Parce qu'elle arrive au sein de cette structure à avoir une relation très particulière, dans tous les sens du terme, avec la Russie, y compris avec le Brésil. Avec l'Inde, c'est plus compliqué, et bien sûr avec le pays africain, à savoir l'Afrique du Sud, qui accueille le sommet prochainement. Et donc on va avoir une ouverture à l'Arabie Saoudite d'ici la fin de l'année, et d'autres pays candidats, africains, Moyen-Orient notamment. Absolument. Alors, je reviens sur ces exercices navals, mon général, parce qu'ils ont lieu dans un endroit qui n'est pas tout à fait anodin, en mer du Japon. Certains l'interprètent d'ailleurs comme une démonstration de force avec une flotte amie pas très loin de Taïwan, pour rappeler qui est le patron dans cette région-là, en quelque sorte. Oui, alors ces exercices ont lieu régulièrement, hein. Bon, moi, je suis pas très impressionné par l'ampleur du déploiement. Hein. C'est quand même pas terrible. Hein. Une manœuvre navale de l'OTAN, c'est 70 bateaux. Donc, quand on vous en met 10, là, c'est pas terrible. C'est plus un symbole qu'une. Voilà, c'est un symbole. C'est pour montrer qu'ils travaillent ensemble, qu'ils progressent ensemble. Il faut aussi rappeler simplement que la Russie a un gros problème pour ses forces navales. Hein. D'abord, elles ne peuvent pas rejoindre la mer Noire. Donc, la mer Noire, maintenant, il y a ceux qui sont dedans, moins ceux qui ont été coulés. Et puis c'est tout. Et sinon, eh bien, Vladivostok, c'est quand même très loin. Donc il faut bien qu'ils s'entraînent, et ils s'entraînent dans la zone qui est la leur. Hein. Voilà, c'est ce que je reviens 2 secondes sur les BRICS. C'est très intéressant parce que le président Poutine, lors de son discours en 2007 à Munich, le forum de la sécurité, où on peut considérer que c'est un peu son coming out contre l'unilatéralisme américain, etc., il a mis les BRICS en avant. Il a dit en disant, ça va être une alternative. Mais à mon avis, plus on étend le nombre de gens dans les BRICS, plus on s'éloigne de cet objectif-là. Parce que finalement, l'objectif bien naturel des BRICS, c'est de travailler pour eux-mêmes. Donc si vous voulez, la coalition face aux États-Unis, on en parle, quoi, on en discute, hein. C'est pas forcément... Donc je pense que là, il y a peut-être un coup raté. Et en plus, pour les gens qui vont se réunir en Afrique du Sud, que le président Poutine soit là, pas là, qui est le président Lavrov, enfin le ministre des Affaires étrangères Lavrov, c'est plutôt pas mal, parce que c'est quand même... la Russie, c'est quand même un sparadrap qui leur colle au pied, qui est un peu compliqué. Hein. Les Chinois sont des amis éternels, certes, enfin, alliés, on n'en est pas si proche quand même. Alors, justement, Isabelle Lasserre, ces amis éternels, hein, comme il le répète à chaque fois, est-ce qu'il n'y a pas une forme de dissymétrie entre une Russie qui s'affaiblit d'un côté et une Chine qui ne cesse de s'étendre? La dissymétrie est évidente, et elle va conduire, si ça continue comme ça, à la vassalisation de la Russie. Donc, évidemment, ce n'est pas dans l'intérêt de Vladimir Poutine. Je vais revenir sur la Chine, mais moi, ce que je remarque, c'est que, en fait, l'Afrique du Sud, qui a le choix entre abîmer sa réputation internationale sans arrêter Vladimir Poutine et ne pas inviter Poutine, choisit de ne pas abîmer sa réputation internationale. Au même moment, on a le président du Chili, de gauche, qui soutient l'Ukraine et a fait une intervention absolument magnifique en disant que ce n'est plus possible et qu'il faut que l'Amérique latine se réveille et élève la voix contre Vladimir Poutine. Ouais. On a eu aussi le président du Kenya aujourd'hui, qui voyant le blocage de Vladimir Poutine sur l'accord des céréales, en gros les pires conséquences seront pour les pays africains, a dit mais enfin c'est pas possible, donc c'est retourné contre Vladimir Poutine. On a aussi, paraît-il, des dissensions au sein du pouvoir iranien. Donc ce que je remarque, c'est que en même temps que se craquelle le pouvoir politique de Vladimir Poutine, en même temps que se craquelle l'armée russe, le pouvoir, ce bloc, toute cette partie du monde qui avait choisi de ne pas condamner Vladimir Poutine ou de la soutenir de manière active ou passive, pourrait bien aussi être en train de commencer à craqueler. Alors évidemment, le gros morceau, ce sera la Chine, et là c'est quand même un petit peu différent, parce que bon, l'Iran, c'est le business et l'argent qui compte. L'Afrique, ils n'ont pas les leviers nécessaires, mais la Chine, l'association entre la Chine et la Russie, elle est en fait dans la lutte contre les États-Unis.
et dans la lutte contre l'Occident. Et ça, c'est quand même très solide. C'est très solide parce que c'est la route vers le pouvoir absolu de Xi Jinping, et c'est la raison d'être de Vladimir Poutine politiquement. C'est-à-dire qu'en plus, il y a une entente idéologique. On sous-estime toujours en France, enfin en Occident, en Europe, le poids de l'idéologie dans ce type de régime. Mais parfois, le poids de l'idéologie est supérieur à celui de l'économie. Par exemple, Vladimir Poutine, il déclare la guerre alors qu'effectivement, elle n'est pas dans son intérêt et que ça va nuire aux intérêts économiques de son pays. Et pourtant, Isabelle Lassay, regardez, vous l'avez reconnu, cet homme qui est assis à côté de Xi Jinping. Il a 100 ans. Il s'appelle Henry Kissinger. Oui, mais il a 100 ans. C'est le symbole de la diplomatie américaine. Alors, c'est l'homme qui a aussi... oui, mais ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire, d'une part, parce que c'est l'homme du rapprochement entre la Chine et les États-Unis. Donc il est logique, au moment où les relations sont les plus difficiles et les plus basses entre Washington et Pékin, qu'il serve un petit peu qu'il essaie de mettre un petit peu d'huile dans les rouages. Et ensuite, ça veut surtout rien dire sur la Russie, parce que Kissinger, depuis le début, a une position sur la Russie qui était plutôt contre l'Ukraine. Alors il a fait un grand virage récemment en disant il était contre l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, puis là subitement il s'est dit maintenant que les choses sont si avancées et que la guerre ne s'arrête pas, il vaudrait mieux la prendre aujourd'hui de l'OTAN. Mais moi je ne vois pas de signification vis-à-vis de la Russie, mais je me trompe peut-être. Alors, le général a l'air de hocher de la Russie. Pas d'accord avec la Russie. On va les écouter les deux hommes, parce qu'en tout cas une signification sur la paix dans le monde, et ça n'est pas passé tout à fait inaperçu. On les écoute. 很多人呢不忘老朋友，中美关系永远和基辛格这个名字是连在一起的。中国人民的话将永远记住。我对你表示高度敬意。The relations between our two countries would be central to the peace in the world and to the progress of our society. Gérald Trinquant. Non, c'est pas en opposition. Je pense simplement que la succession de responsables ou de personnages très connus comme M. Kissinger, américain, depuis 3 semaines à peu près, qui font le voyage en Chine, est un John signe, Kerry, il n'y a pas longtemps. Voilà, est un signe important de ce que les États-Unis essayent peut-être de changer leur approche vis-à-vis de la Chine. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément en relation avec la guerre en Ukraine, d'ailleurs. C'est simplement dans la relation entre la Chine et les États-Unis. Et c'est remarquable de voir que ce sont les Américains qui font le déplacement. Ce sont les Américains qui y vont. Et là, il y a beaucoup de monde. Et le fait de Dr Kissinger, j'ai eu l'honneur de dîner une fois avec lui à New York, qui est un personnage étonnant. Il avait déjà 90-95 ans. Il avait une lucidité absolue pendant tout le dîner. Il en a 100 aujourd'hui. Voilà, il en a 100. Et les Chinois sont très admiratifs de lui. Et donc, que les Américains l'amènent là-bas, parce que c'est comme ça que ça s'est passé quand même, c'est un signe qu'ils mettent à peu près tout dans la balance pour essayer de se rapprocher de la Chine. De l'aborder, disons, d'une façon différente. Voilà. Emmanuel Véron. Ouais, je crois que c'est intéressant de relever un mot que Xi Jinping donne dans son entretien avec Kissinger, où là on a un protocole particulièrement fin dans la mise en scène de la discussion, c'est le mot « ami ». Et la mobilisation du mot « ami » dans le dispositif du parti-État en Chine montre que ce garçon est potentiellement recruté. Voilà, je le dis de manière très triviale ou quasi... Voilà. Mais les mots ont du poids, ont une importance. Et le fait qu'il y ait ces images où on voit Kissinger, il y a un siècle, qui a été une des chevilles ouvrières les plus importantes du rapprochement sino-américain au tout début des années 70 sous Nixon, et qui a continué d'ailleurs à entretenir des relations très particulières avec le régime de Pékin durant tout ce temps, montre bien ici qu'on a une administration américaine qui cherche effectivement à prendre langue à différents niveaux, plutôt dans le haut du spectre, avec Pékin pour discuter des différents sujets, même s'il n'y a pas de réelle et concrète avancée, mais qu'on a bien ici une diplomatie qui n'est pas celle de Biden directement. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ici Biden avec Xi Jinping. On a vu il y a quelques semaines
effectivement John Kerry, mais on a vu Anthony Blinken, qui au dernier moment a pu être reçu une demi-heure par Xi Jinping. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a effectivement le jeu des deux grandes puissances de chaque côté du Pacifique, qui met quand même en coulisses le sujet ukrainien et russe. C'est jamais complètement loin non plus, parce qu'il y a beaucoup de conséquences stratégiques, beaucoup de conséquences commerciales, beaucoup de conséquences diplomatiques, mais qu'on a là, on ressort quelque part un petit peu des personnages importants, illustres, pour essayer à la fois de reprendre langue et de montrer qu'il y a un dialogue responsable, entre guillemets, entre les deux grandes puissances. Oui, dialogue responsable, le mot paix, qui est souvent prononcé, Céline Dussato, mais enfin, qui revient avec deux personnages qui sont quand même d'une stature remarquable. Oui, on parle de paix, évidemment en ce moment le mot résonne particulièrement. Un tout petit mot sur cette séquence entre les BRICS et puis heureusement que le pouvoir russe contrôle les médias en Russie, je dirais pour Poutine, parce que si on regarde tous les sujets dont on vient de parler en un mois, quelle est l'image de Vladimir Poutine ? Cette espèce de coup d'État manqué ou avorté Rébellion. De Prigojine, voilà, comme on veut le signaler. Il est attendu en Afrique du Sud, mais finalement ne peut pas y aller. Pourquoi ? Un mandat de la CPI contre lui, c'est gravissime. Et là, alors, Kissinger est reçu... longuement, plus longuement, on l'a vu que d'autres sur place. Mais où est Vladimir Poutine effacé? En tout cas, est-ce qu'il n'y a pas, Isabelle Lasserre, ma question vous convaincra sûrement pas, mais une collision entre ces deux images, qui sont des images fortes, dont chacun sait qu'elles seront reprises, cet exercice conjoint Chine-Russie en mer du Japon, et le fait de recevoir très ostensiblement Henry Kissinger dans le palais de Pékin? Non, je pense que je sentais que vous me diriez non. Je vois plutôt comme deux dossiers différents. Hein. D'un côté, on rappelle que symboliquement, l'association, l'amitié, la collaboration poussée entre la Chine et la Russie n'a pas été remise en cause par les dérives de la guerre poutinienne. Et de l'autre côté, les Chinois, poussés par les Américains, discutent parce que, en fait, la prochaine grande confrontation, alors qui s'annonce, c'est celle-là. Je veux dire, c'est entre la Chine et les États-Unis, peut-être en passant avant par Taïwan. C'est ça. Moi, le lien que j'y vois, c'est que, en fait, c'est que les Américains, enfin, en tout cas, une partie des Américains, et c'est le fait, par exemple, du conseiller à la sécurité nationale, Jack Sullivan, considère que la Russie, c'est une petite histoire pour les Américains, et que la grande histoire, c'est la Chine, et qu'il faudrait pas que ça dure 2 ans. Et ce serait bien. Alors, il pense ça. Anthony Blinken, le secrétaire d'État, pense différemment. Hein, mais lui pense que les Européens devraient vraiment s'emparer plus à bras le corps du sujet ukraino-russe pour le résoudre eux-mêmes, parce que eux aimeraient faire route vers le Pacifique assez rapidement. Donc, moi, je comparerais plutôt ces images de cette manière-là. D'accord. Emmanuel Véron. Ouais, et si on revient sur les manœuvres russo-chinoises en mer du Japon, dans mer du Japon, il y a Japon, et on se souvient au précédent sommet du G7, précisément au Japon, l'évocation qui est en train de se confirmer de l'ouverture d'un bureau de liaison de l'OTAN au Japon. D'ailleurs, ça ne fait pas l'unanimité des membres du G7, mais je passe sur ce sujet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une extension, et c'est vous le rappeliez, des préoccupations stratégiques, des préoccupations sécuritaires. Et bien évidemment que c'est le sujet prioritaire pour l'administration américaine, même si on ne voit toujours pas Biden en face de Xi Jinping depuis le sommet de Bali au mois de novembre du G20, et qui d'ailleurs est en préparation, et il devrait se retrouver, Xi Jinping d'un côté, Biden de l'autre, dans quelques mois. Donc on voit bien quand même une préoccupation des sujets sécuritaires, politiques, diplomatiques qui s'étend à l'Asie, avec précisément comme point de focal la Chine, la République populaire de Chine, puisque dans les priorités militaires, dans les priorités diplomatiques du Japon, c'est le sujet chinois et le sujet nord-coréen. Pour la Corée du Sud, au sud de cet espace maritime, c'est également le sujet chinois et bien évidemment le sujet nord-coréen. Et là-dedans, dans ce jeu-là, dans cette triangulation, quadriangulation, la Russie n'est pas complètement évacuée du jeu, même si elle est
très affaiblie, et probablement que la Chine joue aussi sur ça, ce qui peut-être aussi renvoie, en plus des capacités navales actuelles de la Russie, c'est-à-dire limitées, à ce que la Chine ne surjoue pas le rôle et envoyant très peu de bateaux pour manœuvrer malgré tout quand même en mer du Japon. Et pour finir, très rapidement, revenir sur Kissinger. On voit Kissinger face à Xi Jinping. On a vu très rapidement, on l'a évoqué, Anthony Blinken en face de Xi Jinping il y a quelques semaines. Mais surtout, en matière diplomatique et commerciale, on a vu Elon Musk reçu par Xi Jinping. On a vu d'autres patrons de grandes firmes en Californie américaine reçus par Xi Jinping et non pas Biden. Et probablement, alors le mandat de Biden n'est pas achevé, mais peut-être qu'il sera l'un des premiers présidents américains à ne pas se rendre sur le territoire chinois du temps d'un mandat depuis la reprise de langue il y a plus de 50 ans entre les États-Unis et la Chine. En tout cas, grosse activité, qu'elle soit diplomatique d'ailleurs ou autre, politique du côté de la Chine avec l'Occident. C'est exactement l'inverse qui est en train de se passer, c'est-à-dire que l'histoire s'accélère entre la Russie et l'Occident. On l'a vu aujourd'hui, les diplomates britanniques, par exemple, qui sont en territoire russe, sont encore plus empêchés qu'ils ne l'étaient jusque-là. Il y a des mesures de rétorsion. Bref, le goulot d'étranglement se resserre encore un peu plus. Oui, évidemment, il n'est pas facile d'être un diplomate occidental en Russie aujourd'hui. C'était déjà le cas depuis quelques années. Évidemment, avec cette guerre, c'est de plus en plus difficile. On comprend pourquoi. Vous parlez des Britanniques, évidemment. Quand le chef du renseignement britannique appelle à la dissidence, oui. C'est un petit peu compliqué pour les diplomates de travailler ensuite sur le terrain. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux, oui. Effectivement.